Le patron de club londonien Ronnie Knight et son entourage ont débarqué dans une boîte de nuit de Soho un soir d'été, en juin 1970. Ils étaient venus pour étouffer une guerre du milieu avec une bande rivale. Le Latin Quarter Club, c'était une vraie sortie de nuit. Bonne cuisine, danseuse harve de revue, champagne servi à la bouteille, Knight, ses frères et un ami ont pris la table numéro 1. Le groupe avec lequel ils étaient en conflit a pris la table numéro 2. Si quelqu'un pensait que la soirée allait se passer dans le calme, il se trompait lourdement. La tension entre les deux groupes est montée dès leur entrée. Les négociations de paix sont une chose délicate, quand on y mêle l'ego de jeunes durs. Juste après minuit, les discussions étaient terminées, et tout a explosé dans la violence. Les témoins parleront d'une bagarre si violente que c'était comme une bombe qui explosait, des tables renversées, des bouteilles écrasées sur des têtes et des coups pleuvant de partout, laissant des traces de sang. Tragiquement, à la fin de la nuit, le jeune frère de Ronnie Knight, David, avait reçu dans le cœur un coup de couteau à découper de 13 pouces. Quand Ronnie Knight a compris que son petit frère était parti pour toujours, laissant derrière lui une jeune épouse et un bébé, il a juré de le venger. Voici l'histoire du meurtre du Latin Quarter Club, la quête de vengeance d'un frère et un assassinat sur contrat si professionnel qu'il faisait passer les craies pour des amateurs. Ronnie Knight était davantage un amoureux qu'un bagarreur. Ce n'était ni Roy Shaw ni Lenny McLean quand il s'agissait de combats à main nue, mais c'était une figure connue de Londres, issue d'une vraie famille, patron de club prospère et marié à la très aimée actrice britannique Barbara Windsor. Knight dirigeait l'A&R Club sur Charing Cross Road, ainsi que le Tin Pan Alley juste à côté, à Soho, qui servait aussi d'endroit pour écouler des marchandises volées. Selon son propre récit, il rachetait des biens dérobés dans les grands magasins et les revendait par leur intermédiaire. Le séduisant voyou et son épouse blonde faisaient le bonheur de la presse et il quittait rarement l'actualité. Barbara n'était pas au Latin Quarter la nuit où tout a basculé. Elle était partie en vacances en caravane avec les épouses des frères. La famille Knight était engagée dans une violente querelle avec un clan rival. David, le plus jeune frère, avait été entraîné là-dedans et s'était fait sévèrement tabasser dans un bar d'Islington. La réunion au Latin Quarter devait mettre fin à toute l'histoire et arrêter la guerre avant qu'elle n'empire. Plus tard, l'accusation présentera cela comme une mission de vengeance. Les Knight ont toujours dit que c'était une réunion de paix. Le club avait son propre homme de main, un certain Alfredo Zumparelli, connu partout sous le nom de Tony l'Italien. Il gagnait sa vie en protégeant les commerces du quartier, et ce n'était pas un homme qu'on bousculait facilement. À la table numéro 1 se trouvaient les frères John et David, leur ami Bill Hickson, qui possédait une entreprise d'échafaudage avec David, ainsi qu'une femme, Diane Nutt. On ne sait pas clairement si le différend concernait Tony au départ, mais à la fin de la nuit, c'était très clairement le cas. Peu après minuit, tout a éclaté. Les deux bandes se sont jetées l'une sur l'autre. Les tables ont été renversées, les bouteilles étaient brisées sur les têtes, et la bagarre s'est répandue jusque dans le bar principal. Le patron du bar a tenté de calmer la situation et a reçu une bouteille de champagne sur la tête pour sa peine. À un moment, Bill Hickson aurait lancé une pluie de bouteilles de bière sur le camp adverse depuis l'escalier. Zumparelli, l'homme de main du club, s'est jeté en plein dedans. Il a affirmé qu'on le battait dans tous les sens, alors il a couru à la cuisine, a saisi un couteau à découper de 13 pouces et a commencé à tenir les frères Knight à distance avec. Ronnie lui a lancé une chaise, mais dans le chaos de l'escalier, alors que Zumparelli s'enfuyait, il a planté la lame dans David, lui transperçant le cœur, puis il a pris la fuite. Il s'est débarrassé du couteau dans un égout de Ward Street. Ronnie a hurlé qu'on appelle une ambulance. Il n'avait pas encore compris à quel point son petit frère était grièvement blessé. En tout cas, c'est ainsi que les Knight ont toujours raconté l'histoire. D'après tous les récits, la scène était atroce. Des clients neutres qui passaient simplement une bonne soirée ont été happés par la violence. Et plusieurs ont fini ensanglantés et roués de coups. David Knight allait mourir de sa blessure. Ses frères ont été arrêtés avec Bill Hickson pour Rix. Tony l'Italien a fui en Italie, où sa famille l'a protégé. Il reviendra peu après pour être jugé. Et il a nié le meurtre. L'issue du procès qui a suivi allait être pleine de rebondissements. Et elle ne satisferait pas la famille Knight, qui estimait que justice n'avait pas été rendue. Un plan pour exercer leur propre justice de rue a alors été mis en marche. Et il allait faire entrer dans le tableau une figure montante de Canning Town. Alfredo Zumparelli a été acquitté du meurtre et envoyé en prison pour 4 ans pour homicide involontaire. Bill Hickson a écopé de 12 mois pour Rix, avec sursis pendant 2 ans. Les frères Knight ont été acquittés de la même accusation. David a été enterré, la vie d'un jeune homme fauché au début de la vingtaine pour une bagarre de bar. La famille Knight était dévastée.
Mais le chagrin de Ronnie s'est durci en quelque chose de plus froid. Selon son propre récit, il préparait déjà la mort de Zumparelli. Et loin d'être en colère contre la légèreté de la peine, il s'en réjouissait. 20 ans de prison auraient mis Tony l'Italien hors de portée. 4 ans signifiaient qu'il serait bientôt de retour dans la rue, à la portée des Knight. En 1974, 4 ans après la mort de David Knight, Tony l'Italien était sorti de prison et replongé dans le feu de l'action. Il aurait été au milieu de négociations avec le caïd de Soho Bernie Silver au sujet d'un chantage visant une directrice de mode et d'autres combines. Mais avant même d'avoir le temps de profiter de sa liberté, son passé l'a rattrapé. Il était un peu plus de 4 heures de l'après-midi, le 4 septembre 1974. Zumparelli venait de fermer son agence de voyage au coin de Thrift Street et il était entré dans la salle d'arcade Golden Goose dans Old Compton Street. Les flippers faisaient en partie de son rituel après le travail. Il se tenait épaule contre épaule avec les habitués, glissant des pièces, perdu dans les lumières et le bruit. Chez lui, dans l'Essex, il avait une épouse et un fils de 6 mois. La semaine précédente, une rumeur avait circulé dans Soho. Tony l'Italien allait être réglé. Soit il ne l'a jamais entendu, soit il n'y a pas cru. Puis les hommes sont entrés depuis la rue, le visage caché derrière des déguisements grossiers. L'un portait une fausse moustache qui commençait déjà à se décoller. Un pistolet est sorti de sous un manteau. La première balle a frappé Zumparelli à l'arrière de la tête avant même qu'il puisse se retourner. Alors qu'il s'effondrait, 3 autres ont été tirés dans son cou et dans son dos. Il était mort avant de toucher la moquette. Des femmes et des enfants se sont enfuis en hurlant dans la rue. Le tireur n'était pas pressé. D'un calme absolu, il s'est tenu au-dessus du corps pour s'assurer de son travail, puis il s'est retourné et est ressorti dans l'après-midi de Soho. Quelques secondes plus tard, les tueurs avaient disparu. On pense qu'ils se sont répartis entre 2 voitures qui les attendaient. 4 balles, une salle bondée, en plein jour, une exécution si froide et si rapide que la plupart des gens présents n'ont compris ce qu'ils avaient vu qu'une fois tout terminé. Et voici le retournement le plus cruel. Zumparelli avait été abattu à seulement quelques mètres du Latin Quarter, le restaurant même où, 4 ans plus tôt, il avait planté un couteau dans David Knight. La boucle était bouclée. Dans la rue, on disait que Ronnie Knight avait enfin obtenu sa vengeance pour la mort de son frère. Mais la loi ne fonctionnait pas avec des rumeurs de rue. Il lui fallait des preuves. Et plus important encore, il lui fallait quelqu'un à l'intérieur de l'opération, prêt à venir à la barre et à désigner le coupable. Pendant près de 5 ans, personne ne l'a fait. Puis un homme du nom de George Bradshaw s'est mis à parler. Bradshaw était un braqueur aguerri qui purgeait déjà 10 ans de prison pour vol à main armée et infractions liées aux armes à feu. Déjà condamné à de longues années derrière les barreaux, il a pris la décision qui fit de lui l'un des plus grands super-indiques de l'époque. Entre avril et octobre 1979, Bradshaw a remis à la police 74 déclarations sous caution. Il a avoué le meurtre de Zumparelli, admis son implication dans des dizaines d'autres crimes et fourni des informations sur plus de 100 criminels dangereux et recherchés. Il a même demandé que 107 autres infractions soient prises en compte. La police a décrit son aide comme incroyable. Dans le milieu, on avait un autre mot pour ça, balance. Bradshaw a admis qu'il avait été l'un des 2 hommes déguisés entrés dans le Golden Goose ce jour-là. Selon son récit, Nicolas Gérard était l'autre homme, et Ronnie Knight avait payé 1000 livres sterling pour que Zumparelli soit tué, en vengeance de la mort de son jeune frère. Nicky Gérard était le fils du tristement célèbre dur de Canning Town et criminel, Alfie Gérard, proche ami et associé d'affaires du directeur du crime, Fred Foreman. L'accusation affirmait que Gérard avait tiré avec le revolver calibre 38, tandis que Bradshaw montait la garde avec un pistolet calibre 22. Le 17 janvier 1980, Bradshaw a plaidé coupable du meurtre d'Alfredo Zumparelli. Il a été condamné à la prison à vie. Le juge Combe a parlé d'une affaire dramatiquement exceptionnelle. Sa peine existante de 10 ans devait se fondre dans la perpétuité, avec en plus d'autres peines pour braquage à main armée, incendie volontaire et coups et blessures. Il avait admis avoir pris part au meurtre. Maintenant, l'accusation voulait l'homme qu'elle considérait comme le commanditaire. En novembre 1981, Ronnie Knight et Nicky Gérard se sont retrouvés ensemble dans le box de l'Old Bailey, accusés du meurtre de Tony l'Italien. Le dossier de l'accusation reposait sur un seul homme, George Bradshaw. Il a déclaré au tribunal que la mort de Zumparelli était un meurtre de vengeance payée et il a affirmé que Knight avait financé l'opération. Le mobile était puissant. Ronnie Knight détestait ouvertement l'homme qui avait tué son jeune frère. Il avait parlé de vengeance et personne ne contestait la haine qu'il nourrissait envers Zumparelli. Mais la haine n'est pas le meurtre.
Knight a nié avoir commandité l'exécution et sa défense a présenté Bradshaw comme un criminel désespéré, prêt à dire n'importe quoi pour améliorer sa propre situation. On avait là un homme qui avait avoué un catalogue stupéfiant d'infractions et impliqué plus d'une centaine de personnes. Le jury pouvait-il raisonnablement le croire ? Peu de ceux qui connaissaient le milieu pensaient que Knight s'en sortirait. Barbara Windsor est venue témoigner. Elle s'est tenue fermement aux côtés de son mari, a déposé à la barre, et le jury l'a adorée. On voyait là la chouchoute de la Grande-Bretagne. La star des Carry-On se portait garante de l'homme assis dans le box. L'accusation avait tenté de présenter Knight comme l'architecte d'une exécution professionnelle. Le jury n'en a pas été convaincu au-delà du doute raisonnable. Ronnie Knight a été acquitté du meurtre. Nicky Gerard a lui aussi été déclaré non coupable. Au moment du verdict, Gerard se serait tourné vers Knight pour l'embrasser. Knight est sorti du tribunal aux côtés de Barbara Windsor, en homme libre. George Bradshaw est resté la seule personne condamnée pour le meurtre d'Alfredo Zumparelli. Considérez-vous que vous êtes un homme chanceux parce que c'est vraiment, vraiment inhabituel. Eh bien, oui, j'ai de la chance si l'on parle d'une accusation de meurtre, mais je suis innocent. Alors comment pourrais-je être chanceux ? Demain, c'est votre 20e anniversaire de mariage. Qu'avez-vous envie de faire ? Je veux faire tout ce que tu veux. Je vais juste manger des pommes de terre rôties, du Yorkshire pudding et un rôti. Nous sommes très ennuyeux et nous allons regarder la télévision. Pas de fête spéciale, un bisou et un câlin. C'est tout ce qu'il veut. Eh bien, c'est ce qu'il a dit, c'est tout ce qu'il veut. D'accord, merci. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, bravo, j'apprécie vraiment votre soutien. Si vous pouvez exploser les likes, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Chaque centime que je gagne avec cette chaîne est réinvesti dans la recherche, le montage vidéo et les livres qui vont bientôt sortir. Donc, tout cela aide vraiment et nous faisons tous ce voyage ensemble. Cela étant dit, c'était Inquirer 2.0. Terminé.